L'enfer, c'est les autres. Ce sentiment, nous l'avons tous éprouvé. Ce n'est pas toujours un cri déchirant, mais parfois un murmure subtil, une légère tension dans l'estomac lorsque l'on croise un regard inconnu, une prudence instinctive face à l'étrangeté d'un sourire que l'on ne déchiffre pas. Nous traversons des rues bondées, nous nous asseyons dans des cafés, nous participons à des réunions, et sous le vernis de la civilité, quelque chose en nous reste en alerte. Une part de notre esprit ne cesse de scanner l'environnement, d'évaluer les intentions potentielles, de mesurer les distances, de deviner les non-dits. C'est une danse silencieuse, une chorégraphie de la méfiance où chacun tient l'autre à distance, juste assez pour ne pas être surpris. On se souvient des petites trahisons, des mots blessants, des coups bas que l'on a subis ou dont on a été témoin, et ces cicatrices invisibles guident nos pas, nous forçant à ériger des remparts intérieurs, à ne jamais baisser entièrement la garde. Ce n'est pas de la paranoïa clinique, mais une vigilance ancrée dans l'expérience humaine, une perception diffuse des vulnérabilités de notre existence. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Cet état d'alerte permanent, cette anxiété sous-jacente que nous partageons tous, mérite d'être scrutée, comprise, démystifiée. Aujourd'hui, on va parler de Thomas Hobbes et de la raison profonde, dérangeante, pour laquelle nous avons peur les uns des autres. Nous allons explorer comment ce penseur du XVIIe siècle a plongé au cœur de cette angoisse primitive, non pas pour nous désespérer, mais pour nous aider à comprendre les mécanismes subtils qui régissent nos sociétés et nos interactions les plus intimes. Sa vision, souvent jugée pessimiste, est en réalité une tentative radicale de nous confronter à une vérité essentielle sur la nature humaine, une vérité qui, une fois acceptée, pourrait transformer notre perception de l'ordre social et de notre propre liberté. Ce n'est pas une histoire que l'on écoute passivement, mais une introspection qui remet en question la façade de notre coexistence, nous poussant à voir ce qui se cache sous les conventions. Il nous forcera à admettre que cette peur n'est pas une faiblesse, mais une intelligence, une réaction presque logique à la complexité et à la fragilité de notre condition. Hobbes ne nous invite pas à la résignation, mais à une forme de lucidité crue, dérangeante, qui nous révèle les fils invisibles qui lient notre sécurité à la peur de l'autre. Il nous montrera comment, sans certaines structures, sans certaines contraintes acceptées, cette méfiance latente pourrait éclater en un chaos universel, où chacun serait non seulement un loup pour l'homme, mais aussi un juge et un bourreau potentiel. Ce n'est pas une simple théorie politique, mais une plongée dans les abîmes de l'âme humaine, là où l'instinct de survie se confronte à la possibilité de la coexistence. Chaque décision, chaque interaction, chaque sourire échangé dans la rue cache une stratification complexe d'espoir et de crainte. Nous naviguons constamment un océan d'incertitude où les intentions des autres sont des courants invisibles, capables de nous porter ou de nous engloutir. Comprendre Hobbes, c'est accepter que le masque social n'est pas qu'une convention polie, mais une nécessité vitale, une armure collective que nous portons pour nous protéger les uns des autres, et parfois de nous-mêmes. C'est une exploration de la nature même du pouvoir, de l'autorité, et de la façon dont ils émergent de notre peur fondamentale, non pas comme des instruments d'oppression, mais comme des boucliers fragiles contre le chaos. Le chemin que nous allons emprunter nous mènera à des questions inconfortables, mais dont les réponses pourraient éclairer les fondations mêmes de notre civilisation et la part d'ombre que nous portons chacun en nous. Cette quête de sens ne peut être interrompue sans le sentiment d'abandonner une vérité essentielle sur nous-mêmes. Nous nous sommes tous retrouvés un jour dans cette situation étrange, cette course silencieuse à l'avantage. Peut-être est-ce la quête d'une promotion où chaque collègue, autrefois allié, se transforme en concurrent potentiel pour le même objet de désir. Ou l'acquisition d'un bien rare, une maison convoitée, une place limitée, où l'on observe du coin de l'œil les autres prétendants, les évaluant, les craignant, et sentant une pression invisible nous pousser à agir vite, à devancer, à sécuriser notre part avant qu'il ne soit trop tard. C'est une tension sourde, une légère montée d'adrénaline, qui nous révèle quelque chose de fondamental sur la nature humaine. La rareté engendre la rivalité, et la rivalité, une forme d'anxiété diffuse, la peur de manquer, d'être dépassé, d'être dépouillé de ce que l'on désire ou de ce que l'on possède déjà. Imaginons maintenant ce sentiment démultiplié, sans limite ni arbitre, projeté sur l'ensemble de notre existence. Supposons un monde où chaque individu, animé par ses propres désirs et la nécessité impérieuse de survivre, se trouve face à d'autres individus fondamentalement semblables, avec les mêmes besoins, les mêmes aspirations et surtout les mêmes capacités. Car, selon Thomas Hobbes, l'un des aspects les plus déstabilisants de notre condition est cette égalité naturelle. Non pas une égalité de talent ou de force brute, mais une égalité bien plus fondamentale dans notre vulnérabilité. Le plus faible, par ruse ou par alliance, peut toujours tuer le plus fort. Nul n'est si puissant qu'il ne puisse être terrassé, ni si insignifiant qu'il ne puisse causer un tort mortel. Cette égalité des capacités de nuisance est la graine empoisonnée de notre peur la plus profonde.
Cette similitude dans notre capacité à faire le mal ou à l'éviter rend toute sécurité illusoire. Nous sommes tous à la merci les uns des autres, et cette absence d'une puissance supérieure pour nous protéger les uns des autres, pour nous garantir une paix durable, transforme le monde en un immense champ de bataille latent. Chaque rencontre, chaque interaction est alors une évaluation de risque, une mesure de menace. La confiance, ce ciment fragile des relations humaines, se dissout dans cette atmosphère de suspicion universelle. Comment bâtir, comment cultiver, comment même simplement vivre sereinement si chaque homme est un loup pour l'homme, comme le décrivait Sénèque, ou du moins, un potentiel prédateur. Ce qui rend la situation explosive, c'est que nous ne sommes pas seulement animés par la survie, mais aussi par une soif incessante, un désir de puissance qui ne s'éteint qu'à la mort. Non pas nécessairement la puissance tyrannique, mais la puissance de s'assurer une vie future, de garantir ses moyens, d'acquérir les choses que l'on estime essentielles à son bien-être et à sa dignité. Et le problème, c'est que les ressources de la terre sont limitées. Mon désir de posséder ce jardin luxuriant est identique au désir de mon voisin pour le même jardin. Si personne ne règle ce conflit, si aucune autorité ne tranche, alors chacun se voit contraint d'employer la force ou la ruse pour défendre ce qu'il a ou pour s'approprier ce qu'il convoite. C'est un engrenage infernal où la compétition pour les biens se mue en compétition pour le pouvoir. Et le pouvoir, la capacité d'empêcher autrui de nous nuire, devient la seule véritable monnaie d'échange. Dans cet état sans loi, sans juge, sans maître, la vie humaine serait, selon les mots de Thomas Hobbes, solitaire, misérable, désagréable, animale et brève. Il n'y aurait ni agriculture, car le fruit de mon labeur pourrait m'être volé à tout moment. Pas d'industrie, car qui bâtirait s'il n'avait aucune garantie de jouir des fruits de son travail? Ni de navigation, ni de commerce, ni de connaissance des arts, ni de lettres, ni de société. Tout effort serait vain, car le danger de la violence, la menace constante de la mort, serait omniprésent. L'esprit humain, privé de sécurité, ne pourrait s'élever au-delà des préoccupations immédiates de survie. Toute forme de civilisation serait impossible, éteinte par la peur viscérale et la certitude de la violence. La peur primordiale, celle qui nous pousse à agir de la manière la plus radicale, est la peur de la mort violente. Ce n'est pas une peur ordinaire, mais la terreur de voir son existence s'achever brutalement, de perdre tout ce qui a été construit, tout ce qui a été désiré, d'être réduit à néant par la main d'un autre. Cette angoisse est la boussole qui guide chaque décision dans cet état de nature. Elle nous pousse à anticiper la menace, à frapper le premier si nécessaire, non par méchanceté intrinsèque, mais par un principe de précaution extrême. Si je ne peux faire confiance à mon voisin pour ne pas me nuire, alors ma meilleure défense est peut-être de le neutraliser avant qu'il n'ait l'occasion de me menacer. C'est une logique froide, implacable, dictée par l'instinct de survie le plus élémentaire. Chacun, animé par cette terreur et cette quête de sécurité, se voit doté d'un droit illimité à toute chose, même au corps d'autrui, si cela est perçu comme nécessaire à sa propre conservation. Il n'y a pas de justice ou d'injustice dans cet état, car aucune loi n'existe pour les définir. Il n'y a que la force et la ruse. Ce droit de nature, cette liberté totale d'agir pour sa propre préservation, semble paradoxalement mener à l'anéantissement de toute véritable liberté. Car comment être libre quand l'existence même est une lutte constante, une vigilance sans fin contre des dangers innombrables? La vie devient alors un fardeau, une épreuve permanente où chaque pas est lourd de la menace d'un dénouement fatal. Cette vision nous confronte à la fragilité de notre ordre social, nous montrant que la paix et la sécurité ne sont pas des données naturelles, mais des constructions ardues, constamment menacées. Le sentiment d'inquiétude que nous ressentons parfois face à l'autre n'est pas une illusion, mais le lointain écho d'une réalité fondamentale que Hobbes a su mettre en lumière. C'est une invitation à ne pas prendre pour acquis le cadre qui nous protège, ni à sous-estimer la force des pulsions qui pourraient le faire s'effondrer. Nous commençons à entrevoir que la solution à cette peur ne réside pas dans l'éradication de l'autre, mais dans une transformation radicale des conditions de notre coexistence. Imaginez un instant le silence assourdissant qui succède à un conflit, un accident, ou une catastrophe où les règles habituelles de la vie collective se sont subitement évaporées. Les routes bloquées, les communications coupées, les institutions réduites au silence. On voit alors des comportements émerger que l'on pensait impossibles dans notre monde civilisé. Des foules se bousculent pour une ressource limitée, des individus autrefois respectueux se livrent à des actes de pillage, des voisins se méfient de leurs propres voisins, barricadant leurs portes, protégeant leurs biens avec une férocité nouvelle. Cette fragilité de l'ordre, cette mince pellicule de civilité qui peut se rompre en un instant, est précisément ce que Thomas Hobbes cherche à nous faire comprendre quand il nous parle de l'état de nature. L'état de nature n'est pas une période historique révolue, une sorte d'âge de pierre primitif où nos ancêtres se seraient affrontés. C'est une hypothèse de pensée, un outil conceptuel, pour comprendre ce qui se passe lorsque les contraintes qui structurent notre vie sont retirées. Il s'agit de dénuder l'être humain de toutes ses institutions, de toutes ses lois,
de toutes ces conventions sociales, pour voir ce qu'il reste. Et ce qui reste, selon Hobbes, est une mécanique complexe d'instinct et de désir, principalement orientée vers la conservation de soi. Cette conservation n'est pas passive. Elle est une quête active, constante, de moyens pour assurer sa survie et son bien-être futur. Dans cette nudité institutionnelle, la nature humaine révèle une double facette, celle du désir et celle de la peur. Nous désirons ardemment les choses qui nous procurent plaisir et nous repoussons avec la même intensité celles qui nous causent douleur. Or, le plus grand des maux, la souffrance ultime, est la mort. Ainsi, la peur de la mort violente devient le moteur principal de nos actions, la force la plus puissante qui nous pousse à nous organiser, à chercher la sécurité. Ce n'est pas une faiblesse, mais une rationalité primitive, un instinct de survie qui nous commande de tout faire pour échapper à cette fin redoutée. C'est cette peur qui nous rend prévisibles. Si chacun sait que l'autre craint la mort autant que lui, alors chacun peut anticiper les actions de l'autre. Le problème, c'est que cette anticipation mène souvent à la préemption. Si je crois que tu pourrais me nuire pour ta propre sécurité, alors ma meilleure stratégie est peut-être de te nuire d'abord, pour assurer la mienne. C'est le dilemme du prisonnier à l'échelle de l'humanité, un cercle vicieux de suspicion où la défiance engendre la violence, et la violence nourrit la défiance. La guerre n'est pas une fin en soi, mais la conséquence logique et inévitable de cette égalité dans la vulnérabilité et cette incertitude généralisée quant aux intentions d'autrui. Le philosophe souligne que même en l'absence de combats effectifs, l'état de nature est un état de guerre. La guerre, selon lui, ne se limite pas aux batailles rangées, mais englobe toute période où la volonté de s'affronter est suffisamment manifeste. De même qu'une météo pluvieuse ne se limite pas aux averses continues, mais inclut toutes les journées où la pluie est menaçante, l'état de guerre est une atmosphère permanente de menace. Un peu comme dans une ruelle sombre où l'on sent une présence hostile sans forcément voir son agresseur, la tension est palpable, l'incertitude est reine, et chaque ombre porte la promesse d'un danger imminent. Ce climat de peur perpétuelle a des conséquences dévastatrices sur la capacité humaine à créer, à construire, à progresser. Comment investir du temps et de l'énergie dans la culture des terres, le développement des sciences ou l'établissement de relations complexes, si le fruit de ce labeur peut être arraché à tout moment par la force ou la ruse? Le sens du temps lui-même se raccourcit, limité à la seule satisfaction des besoins immédiats. L'avenir devient une abstraction, une chimère, car l'incertitude de la survie domine toute autre considération. Les arts, les lettres, la société, tout ce qui fait la richesse de l'expérience humaine, s'évanouissent dans cette lutte incessante pour la vie. Ce qui est particulièrement frappant dans cette analyse, c'est l'absence de toute moralité intrinsèque. Hobbes ne dit pas que l'homme est naturellement mauvais, mais que dans un état sans loi, il n'y a ni bien ni mal, ni juste ni injuste. Ces concepts n'ont de sens que dans un cadre social, où des règles sont établies et reconnues. Dans l'état de nature, la seule règle est celle de la survie, et toute action qui y contribue est légitime pour l'individu qui l'entreprend. Il n'y a pas de propriété, car ce qui m'appartient aujourd'hui peut être à toi demain si tu es plus fort ou plus malin. Il n'y a que la possession temporaire, constamment contestée. Cette perspective nous force à reconsidérer la source de nos valeurs morales. Sont-elles innées, ou sont-elles le produit de notre organisation sociale, une nécessité pour sortir du chaos et de la peur? Hobbes suggère que la moralité est une construction tardive, une réponse rationnelle à la terreur de l'état de nature. Nous créons les lois, les codes, les institutions, non par une bonté naturelle débordante, mais par la compréhension lucide que la vie sans elles est intolérable. C'est un calcul froid, un contrat passé entre des êtres effrayés, pour échanger une liberté illimitée mais dangereuse contre une sécurité limitée mais vivable. La compréhension de l'état de nature est donc essentielle pour saisir la valeur du Léviathan, de l'état souverain, de l'autorité qui nous gouverne. Cet état n'est pas un mal nécessaire, mais une réponse logique, la seule issue possible à la guerre de tous contre tous. Il est le rempart contre notre propre nature anarchique, la force qui nous permet de dormir en paix, de cultiver nos champs, d'élever nos enfants, de rêver d'un avenir. C'est une méditation qui révèle l'ampleur de ce que nous avons à perdre si jamais ce rempart venait à s'effondrer. Observez la complexité des règles sur une autoroute, la signalisation précise, les limitations de vitesse, les bandes d'arrêt d'urgence. Chacun les respecte, non par une bonté spontanée, mais par la compréhension tacite que la non-observance mettrait en danger non seulement les autres, mais aussi soi-même. Un léger écart, une vitesse excessive, un changement de fil imprudent, et le chaos, l'accident, la mort peuvent survenir. Ce système, contraignant en apparence, est en réalité une condition de notre liberté de mouvement et de notre sécurité. Il nous permet de nous lancer à pleine vitesse dans un courant de véhicules, en faisant confiance, non pas à la bienveillance individuelle de chaque conducteur, mais à leur respect partagé d'un cadre commun. Ce cadre commun,
Cette force invisible mais omniprésente qui organise nos vies et nous permet de transcender la peur primitive, Thomas Hobbes l'appelle le Léviathan. Ce n'est pas un monstre mythologique, mais l'État, la puissance souveraine, le garant de l'ordre. Le Léviathan émerge de la rationalité humaine face à l'horreur de l'état de nature. Face à la vie solitaire, misérable, désagréable, animale et brève, l'humanité a été poussée par la peur de la mort et le désir d'une vie meilleure, à chercher une issue. Cette issue est la création volontaire d'une puissance capable de nous protéger les uns des autres. Le chemin vers le Léviathan commence par une série de lois de nature, des préceptes découverts par la raison. La première et fondamentale de ces lois est de chercher la paix et de la suivre. Mais cette paix ne peut être obtenue si chacun conserve son droit illimité à toute chose. La seconde loi de nature découle donc logiquement de la première. Il faut consentir, si les autres y consentent aussi, à renoncer à son droit sur toute chose et à se contenter d'autant de liberté à l'égard des autres qu'on leur en concéderait à son égard. Ce n'est pas un acte de générosité, mais un calcul pragmatique, un échange de libertés infinies mais dangereuses contre une sécurité collective. Cette renonciation individuelle n'est pas suffisante. Si je renonce à mon droit de te nuire, mais que tu ne renonces pas au tien de me nuire, alors je me mets en position de vulnérabilité extrême. Il faut donc que cette renonciation soit mutuelle, et surtout, qu'elle soit garantie. Cette garantie ne peut venir que d'une force extérieure et supérieure, capable d'imposer le respect des conventions. C'est ici qu'intervient le concept du pacte social. Non pas un événement historique, mais une opération logique par laquelle chaque individu transfère l'intégralité de son pouvoir et de sa force à une entité unique, le souverain. Ce transfert est absolu et irrévocable. Le souverain, qu'il soit un monarque ou une assemblée, détient alors une puissance incomparable, la capacité de faire respecter les lois par la menace de la contrainte et de la sanction. La peur de la mort violente, qui était le moteur de la guerre dans l'état de nature, est désormais canalisée et redirigée par le Léviathan. La peur que nous avons les uns des autres est remplacée par la peur du souverain. Une peur plus lointaine, plus impersonnelle, mais paradoxalement plus rassurante car elle garantit l'ordre. Cette crainte est la colonne vertébrale de toute société stable. Ce n'est pas la morale ou la bonté naturelle qui nous pousse à obéir, mais la compréhension rationnelle que l'alternative est le chaos. Le souverain a pour mission principale d'assurer la sécurité de ses sujets, de garantir la paix civile et de protéger la propriété. Sans cette protection, tout retour à l'état de nature est possible. Le souverain n'est pas lié par le pacte qu'il n'a pas signé, il en est le bénéficiaire. Son pouvoir est indivisible et absolu, car le diviser reviendrait à réintroduire la discorde et le risque de guerre civile. Toute critique de l'autorité, toute remise en question de sa légitimité, est potentiellement subversive et dangereuse, car elle érode le fondement même de la paix. Le rôle du souverain est de promulguer des lois, des règles claires et universellement applicables, qui définissent le juste et l'injuste, le mien et le tien. Ces lois, les lois civiles, ne sont pas des suggestions, mais des commandements auxquels il est impératif d'obéir. C'est à travers ces lois que la liberté de chacun est circonscrite, définie et rendue possible. La liberté, dans la vision hobbesienne, n'est pas l'absence de toute contrainte, mais la possibilité d'agir sans être empêché par la loi. Là où la loi est silencieuse, l'individu est libre. Mais cette liberté est toujours subordonnée à la sécurité collective, car sans sécurité, aucune liberté ne peut exister durablement. Cette vision peut sembler austère, même effrayante, car elle met en avant la nécessité d'une autorité forte, parfois arbitraire, pour maintenir la cohésion sociale. Mais elle part d'une prémisse profonde et lucide. L'être humain, laissé à lui-même, est un danger pour lui-même et pour les autres. Le Léviathan n'est pas une figure tyrannique au sens moderne, mais la seule alternative viable à l'autodestruction. Il est la preuve que notre peur les uns des autres peut être domestiquée, transformée en un outil pour bâtir la civilisation. Le défi est alors de maintenir cet équilibre délicat. Si le souverain devient trop faible, incapable d'imposer l'ordre, alors la peur des uns des autres ressurgit, et la société risque de sombrer à nouveau dans l'anarchie. Si le souverain devient trop tyrannique, écrasant toute liberté légitime, il risque de provoquer la rébellion et, paradoxalement, de détruire lui-même la paix qu'il est censé garantir. L'histoire est pleine d'exemples de ces deux écueils. Comprendre le Léviathan, c'est comprendre la tension constante entre la sécurité et la liberté, et la raison pour laquelle nous acceptons des contraintes pour échapper à un mal plus grand. C'est une plongée dans les fondations mêmes de notre contrat social implicite. Prenez le temps d'observer un enfant dans une cour de récréation, armé de ses jouets favoris, et qu'un autre enfant s'approche, attiré par le même objet. La première réaction n'est pas toujours le partage. Très souvent, on assiste à une tension, une réticence, voire une tentative de dissimuler ou de défendre. C'est une illustration miniature, presque innocente, de ce que Thomas Hobbes identifie comme les trois grandes causes de discorde entre les hommes: la compétition, la défiance et la gloire.
Ces forces, ancrées profondément dans notre psyché, sont les moteurs qui, en l'absence de toute contrainte supérieure, nous poussent inévitablement vers le conflit. La compétition, cette première cause de querelle, naît directement de la nature limitée des ressources et de l'égalité de nos désirs. Nous désirons tous les mêmes choses pour notre commodité, pour notre plaisir, pour notre survie. Qu'il s'agisse de nourriture, d'eau, de territoire, de richesse ou de reconnaissance, les objets de notre convoitise ne sont pas illimités. Or, puisque nous sommes tous fondamentalement égaux dans notre capacité à poursuivre nos désirs, et qu'il n'y a pas assez pour tout le monde sans une répartition organisée, nous sommes inévitablement portés à nous disputer pour les obtenir. Cette rivalité n'est pas un signe de malice innée, mais une conséquence logique de notre condition. Chacun cherche à devenir maître des personnes et des biens d'autrui pour assurer sa propre survie et son bien-être. La défiance, la seconde cause, est l'écho psychologique de cette compétition. Si je sais que tu cherches à t'approprier ce que je possède et que tu es capable de le faire, comment pourrais-je te faire confiance ? Le manque de confiance mutuelle devient un moteur de l'action. Par précaution, je suis amené à attaquer en premier, non par plaisir de la violence, mais par un calcul rationnel de ma propre sécurité. Si je ne t'anticipe pas, tu m'anticiperas. C'est une course à l'armement mental et physique où chacun cherche à se protéger en augmentant sa propre puissance, ce qui, paradoxalement, augmente la menace perçue par les autres et renforce leurs propres besoins de puissance. Cette spirale de la peur est sans fin, et elle engendre une solitude profonde, une incapacité fondamentale à s'ouvrir à l'autre sans la crainte d'être exploité. Enfin, la gloire. Cette troisième cause de discorde est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus destructrice. Nous ne sommes pas seulement animés par le désir de subsister et de nous protéger, mais aussi par le désir d'être reconnus, estimés, respectés. Nous voulons que les autres nous accordent de la valeur, qu'ils reconnaissent notre supériorité ou du moins notre égalité. La moindre marque de mépris, le moindre signe de dévalorisation, la moindre offense à notre réputation peut devenir une source de conflits féroces. Pour une bagatelle, pour un mot, pour un signe, comme le soulignait l'auteur, les hommes sont prêts à se battre. Ce n'est pas une question de survie matérielle, mais de survie symbolique, de défense de son honneur, de sa dignité perçue. Ces trois passions ne sont pas des défauts isolés, mais des éléments constitutifs de l'expérience humaine. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais deviennent des forces destructrices lorsqu'elles sont laissées sans contrôle. Dans l'état de nature, sans un arbitre, sans une puissance capable de réprimer ses pulsions, la vie devient une guerre permanente, non pas tant une série de batailles qu'une disposition constante à la violence. Les hommes vivent dans une anticipation perpétuelle de l'affrontement, chacun étant son propre juge, sa propre loi et son propre bourreau. Ce qui est fascinant, c'est que ces passions ne disparaissent pas avec l'avènement de la société civile. Elles sont simplement canalisées, contenues et parfois transformées. La compétition se déplace sur des terrains plus réglés, le marché économique, la compétition sportive, les débats politiques. La défiance est atténuée par l'existence de la loi et des institutions judiciaires, qui promettent une réparation en cas de tort. Et la quête de gloire trouve des exutoires plus pacifiques. La reconnaissance artistique, la réussite professionnelle, l'influence sociale, même si elle reste une source latente de tension dans les relations humaines. La leçon de Hobbes est que ces moteurs du conflit ne sont pas des aberrations, mais des aspects fondamentaux de notre être. La peur des autres n'est pas seulement la peur de leur force physique, mais aussi la peur de leur compétition, de leur défiance potentielle et de leur soif de gloire. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi la paix n'est jamais acquise, et pourquoi le rôle de l'État, du Léviathan, est si crucial. Il est cette force extérieure qui, par sa puissance, est capable de décourager les actions nées de la compétition débridée, de la défiance réciproque et de la quête de gloire par la violence. C'est une reconnaissance amère mais nécessaire de notre propre vulnérabilité et de la fragilité de notre ordre social. Les règles, les lois, les institutions ne sont pas des ornements de la civilisation, mais des nécessités vitales, des boucliers qui nous protègent de nous-mêmes. Sans elles, l'humanité resterait piégée dans une spirale sans fin de violence et de méfiance, incapable de s'élever au-dessus de la simple survie. Cette analyse nous invite à ne jamais sous-estimer la profondeur de ces trois causes de discorde, ni la vigilance constante nécessaire pour les maintenir sous contrôle. Rentrons un instant dans l'intimité de notre propre conscience. Quand nous sommes seuls, quand aucun regard extérieur ne nous juge, quand aucune règle explicite ne nous contraint, quel genre de pensée traverse notre esprit ? Sommes-nous spontanément enclins à la bienveillance universelle, ou bien nos préoccupations tournent-elles souvent autour de nos propres désirs, de nos propres intérêts, de la manière de maximiser notre avantage ou de minimiser nos peines ? Cette introspection révèle une part de nous-mêmes que Thomas Hobbes ne craint pas d'affronter, la nature égoïste de l'homme, non pas comme une condamnation morale, mais comme une observation psychologique fondamentale. Hobbes ne dit pas que l'homme est intrinsèquement mauvais.
Il n'est pas un moraliste qui fustige notre corruption. Il est un observateur froid et méthodique de ce qui nous meut. Et ce qui nous meut d'abord et avant tout, c'est l'instinct de conservation. Tout être vivant, de la plus petite créature au plus complexe des humains, cherche naturellement à préserver sa vie et à éviter la douleur. C'est le premier et le plus puissant de nos désirs. De cette pulsion fondamentale découle une chaîne d'autres désirs, tous orientés vers l'acquisition et la possession des moyens nécessaires à cette conservation. La nourriture, le logement, la sécurité et au-delà, les commodités de la vie. Cette recherche de notre propre intérêt est ce qui nous pousse à agir, à réfléchir, à interagir avec le monde. Quand nous parlons de droit de nature, il s'agit précisément de cette liberté que chacun a d'user de son propre pouvoir, comme il le jugera bon, pour la préservation de sa propre nature, c'est-à-dire de sa propre vie. Cela signifie que dans l'état de nature, il n'y a pas de limite intrinsèque à ce que je peux faire pour me maintenir en vie et assurer mon bien-être. Tout ce qui me semble nécessaire pour ma survie devient mon droit. C'est une liberté totale, mais paradoxalement, une liberté qui conduit à l'anéantissement de toute véritable liberté. Car si chacun a le droit à toute chose, alors personne ne possède rien en sécurité. Si ma survie passe par l'appropriation de ton bien, je le ferai. Si ta survie passe par l'appropriation du mien, tu le feras. C'est une logique implacable qui transforme chaque individu en une menace potentielle pour tous les autres. L'égoïsme, dans ce contexte, n'est pas un vice, mais une stratégie de survie. C'est la seule approche rationnelle dans un monde où il n'y a ni juge, ni loi, ni force pour faire respecter un quelconque accord. Cette observation de l'égoïsme humain nous confronte à une vérité inconfortable. La bonté, l'altruisme, la justice ne sont pas des dispositions naturelles inhérentes à notre essence, mais des comportements qui émergent et qui sont valorisés sous certaines conditions. Ils sont le fruit de la socialisation, de l'éducation et surtout de l'établissement d'un cadre légal qui rend ces comportements avantageux ou, du moins, moins coûteux que la violence et la tromperie. En d'autres termes, nous sommes amenés à être bons parce que la société nous y encourage ou nous y contraint, et non parce que nous le sommes naturellement à tout moment. C'est là que réside une grande partie du pouvoir explicatif de Hobbes. Il ne nous demande pas de croire à une humanité angélique, mais d'accepter notre nature telle qu'elle est, avec ses pulsions primaires et son orientation fondamentale vers la survie. En reconnaissant cet égoïsme, nous pouvons mieux comprendre pourquoi les sociétés ont besoin de structures, de lois et d'un pouvoir coercitif. Sans la menace de la punition, sans la garantie que les contrats seront respectés, sans la certitude que la violence sera réprimée, l'égoïsme de chacun nous ramènerait inévitablement à l'état de guerre. L'État, le Léviathan, est donc une solution pragmatique à ce problème de l'égoïsme universel. Il est l'instance qui, par sa puissance, peut transformer les incitations. Il rend plus avantageux de coopérer que de se battre, plus sûr de respecter les biens d'autrui que de les voler, plus profitable de vivre en paix que dans une guerre constante. Le contrat social est une sorte de transaction où chacun accepte de limiter son propre égoïsme, de renoncer à une partie de sa liberté absolue, en échange de la sécurité et des commodités qu'offre la vie en société. Cette perspective nous invite à regarder nos interactions quotidiennes avec une nouvelle lucidité. Derrière chaque sourire, chaque convention, chaque règle tacite, se cache la compréhension que sans ce cadre, nos instincts égoïstes pourraient reprendre le dessus. Cela ne nous rend pas cyniques, mais simplement plus conscients de la fragilité de nos constructions sociales et de la nécessité de les entretenir. Le fait que nous vivions en paix n'est pas un signe de notre bonté innée, mais un témoignage de l'efficacité du système que nous avons, consciemment ou non, érigé. C'est une exploration qui déconstruit nos illusions sur la nature humaine et nous pousse à accepter que la paix et l'ordre sont des conquêtes, non des cadeaux. Comprendre l'égoïsme hobbesien, c'est comprendre pourquoi nous avons besoin des lois, et pourquoi la figure du souverain est si essentielle pour canaliser les forces profondes qui nous animent. Il nous force à considérer que la meilleure version de nous-mêmes n'est pas simplement innée, mais qu'elle est souvent le fruit d'une contrainte extérieure, acceptée pour le bien-être de tous. Imaginez la cacophonie d'un orchestre où chaque musicien, persuadé d'être le seul dépositaire de la mélodie juste, joue sa propre partition sans écouter les autres, sans chef, sans harmonie. Le résultat serait un bruit assourdissant, un chaos auditif, une agression permanente pour les sens. De la même manière, dans un monde où chacun est son propre juge du bien et du mal, où chaque conscience individuelle est la seule boussole, la vie collective devient invivable. Il n'y a plus de normes partagées, plus de références communes, et donc plus de base pour la coopération ou la compréhension mutuelle. C'est précisément cette anarchie des jugements que Thomas Hobbes identifie comme l'une des causes profondes de la guerre civile et de la dissolution de l'État. Il ne s'agit pas seulement de l'égoïsme des désirs, mais de la divergence des opinions sur ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est moralement acceptable. Chacun, dans l'état de nature, a le droit de juger par lui-même des moyens nécessaires à sa survie et de la légitimité de ses actions.
Si je crois que mon voisin a des intentions hostiles, je suis justifié à l'attaquer pour ma propre sécurité. Si mon voisin croit que mes terres lui sont dues, il est justifié à me les prendre. Sans un critère universel, sans une autorité qui tranche, ces jugements individuels s'entrechoquent et mènent inévitablement à la discorde. Cette diversité d'opinions est d'autant plus dangereuse que nous sommes souvent prompts à la passion et l'aveuglement. Nos jugements sont rarement purement objectifs. Ils sont teintés par nos peurs, nos espoirs, nos préjugés, nos expériences passées. Ce qui me semble juste et raisonnable peut te sembler injuste et déraisonnable, et vice-versa. Cette dissonance cognitive à l'échelle collective est une poudrière. Si une question comme la propriété d'un bien, la légitimité d'une décision ou la vérité d'une croyance peut être tranchée différemment par chaque individu, alors aucune entente durable n'est possible. La vérité, dans ce contexte, devient une affaire personnelle, un terrain mouvant sans fondation solide. C'est pourquoi Hobbes insiste tant sur la nécessité d'un pouvoir souverain absolu et indivisible. L'une des fonctions primordiales du Léviathan n'est pas seulement d'exercer la force pour réprimer la violence physique, mais aussi d'établir une vérité civile, de décréter ce qui est juste et injuste, ce qui est légal et illégal. Le souverain, par ses lois, fournit un cadre commun de jugement que tous les sujets sont tenus de respecter. Cette uniformisation des normes, cette externalisation du jugement moral et légal, est la seule façon de sortir de l'anarchie des consciences. Le souverain ne doit pas seulement être fort physiquement, mais aussi intellectuellement et moralement la seule source de l'autorité législative. Cela implique que toute doctrine, toute opinion qui pourrait subvertir l'ordre public ou semer la discorde, doit être maîtrisée par l'État. Cela peut sembler une atteinte à la liberté de penser, mais pour Hobbes, c'est une nécessité vitale. L'unité de la pensée, ou du moins l'unité dans l'obéissance aux lois, est le prix à payer pour la paix. Mieux vaut une seule vérité, même si elle est imparfaite, que 1000 vérités qui s'affrontent et déchirent le tissu social. Cette idée que le souverain doit être le seul interprète des lois, et même des écritures religieuses, était particulièrement controversée à l'époque de Hobbes, où les conflits religieux déchiraient l'Europe. Il a compris que les guerres de religion n'étaient pas seulement des guerres de foi, mais des guerres de jugement, où chaque camp était persuadé de détenir la vérité divine et d'être justifié à l'imposer par la force. Le souverain doit donc être au-dessus des factions religieuses, capable d'imposer une interprétation compatible avec la paix civile. C'est le prix de la cohésion nationale. La liberté de conscience, si chère à d'autres philosophes, est pour Hobbes une source potentielle de danger si elle n'est pas encadrée par le respect de l'ordre public. L'individu peut penser ce qu'il veut en son fort intérieur, mais ses actions et ses discours publics doivent se conformer aux lois du souverain. C'est une distinction cruciale entre la liberté de croire et la liberté d'agir. La première peut être illimitée tant qu'elle ne trouble pas l'ordre, la seconde doit être strictement régulée pour maintenir la paix. Cette analyse des dangers de la divergence des jugements nous pousse à comprendre pourquoi, dans nos propres vies, nous cherchons souvent des autorités externes pour valider nos choix, pour nous rassurer sur nos décisions. Que ce soit un expert, une norme sociale, une règle établie, nous avons besoin de repères communs pour naviguer dans la complexité du monde. La peur que nous avons les uns des autres est aussi la peur de nos jugements divergentes, de notre incapacité à nous accorder sur une vérité commune et de la violence qui peut en découler. Hobbes nous offre une perspective dérangeante mais éclairante. La paix et la sécurité ne sont pas seulement le fruit de la répression de nos instincts de violence, mais aussi de l'harmonisation, volontaire ou contrainte, de nos jugements. C'est une méditation sur la nécessité de l'autorité non seulement comme force physique, mais aussi comme source unique de sens et de légitimité. Sans cette unicité du jugement, l'édifice social reste fragile, constamment menacé par les fissures des opinions individuelles et la passion qu'elles peuvent engendrer. Observons ce qui se passe lorsqu'une décision importante doit être prise au sein d'un groupe sans leader désigné, ou lorsque les règles d'un jeu ne sont pas claires. Chacun propose sa solution, défend son point de vue avec plus ou moins d'ardeur, s'accroche à sa propre interprétation. Rapidement, des tensions apparaissent, des voix s'élèvent, le chaos menace, et parfois, la paralysie s'installe. Ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce que, sans un arbitre clair, sans une procédure établie, la bonne volonté même peut se heurter à la diversité des opinions, des intérêts et des caractères. Cette absence de règles claires et d'un pouvoir capable de les faire appliquer est au cœur de l'analyse hobbesienne sur l'impossibilité de la justice et de la propriété dans l'état de nature. Pour Thomas Hobbes, les concepts de justice et d'injustice n'ont de sens qu'en relation avec l'existence d'une loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'injustice. Et la loi, elle-même, ne peut exister que là où il y a une puissance publique capable de la promulguer et de la faire respecter. Dans l'état de nature, cette puissance fait défaut. Chacun est libre de faire tout ce qu'il juge nécessaire à sa propre conservation. Il n'y a pas de distinction entre le mien et le tien, car chacun a un droit égal sur toute chose. La notion de propriété privée, cette idée que quelque chose m'appartient légitimement et qu'il est injuste de me le prendre,
est donc une pure illusion dans cet état de guerre de tous contre tous. Ce qui est particulièrement perturbant dans cette vision, c'est qu'elle déconstruit l'idée intuitive selon laquelle la justice serait une vérité éternelle et universelle, inscrite dans la nature même des choses ou dans le cœur de l'homme. Hobbes soutient qu'elle est une construction artificielle, une convention nécessaire pour rendre la vie sociale possible. Nous inventons la justice et les lois parce que l'alternative, l'injustice généralisée, la peur constante d'être dépouillé de tout, est insupportable. La justice n'est pas découverte, elle est instituée. Sans propriété, il n'y a pas d'incitation à produire, à construire, à accumuler. Si je cultive un champ et que le fruit de mon travail peut être pris par n'importe qui plus fort que moi, pourquoi ferais-je l'effort de cultiver ? Si je construis une maison, elle pourrait m'être volée avant même que le toit ne soit posé. C'est pourquoi, dans l'état de nature, il n'y a pas d'industrie, pas d'agriculture, pas de commerce. La vie est une quête immédiate, sans projection future, car toute projection est vouée à l'échec. La sécurité des biens est aussi fondamentale que la sécurité des personnes. La peur des autres n'est pas seulement la peur d'être tué, mais aussi la peur d'être dépouillé de ce qui nous est cher, de voir nos efforts réduits à néant. C'est la peur d'une existence sans fondation, sans héritage, sans la possibilité de jouir paisiblement des fruits de son labeur. C'est la conscience que même les choses les plus matérielles, les plus concrètes, dépendent d'un accord tacite, d'une reconnaissance collective, d'une force supérieure qui protège ce qui est mien. C'est là que le rôle du Léviathan devient essentiel non seulement comme garant de la paix, mais aussi comme fondateur de la justice et de la propriété. Le souverain, par son pouvoir absolu, définit les lois qui distinguent le juste de l'injuste, qui attribuent et protègent la propriété privée. Il n'y a pas de propriété avant la loi. C'est la loi qui crée la propriété, et c'est le souverain qui crée la loi. Celui qui viole la loi, qui s'approprie le bien d'autrui, commet une injustice non pas au nom d'un principe moral universel, mais au nom de la violation du pacte social et de l'autorité du souverain. Cette perspective nous amène à une conclusion déroutante. La justice n'est pas une valeur absolue et transcendante que nous cherchons à atteindre, mais une conséquence de l'ordre, une fonction de la paix civile. Nous désirons la justice parce que nous désirons la sécurité, et la justice est le moyen par lequel la sécurité est établie et maintenue. La peur de l'injustice est en réalité la peur du retour à l'état de nature, à ce chaos où rien n'est sûr, où rien n'est neutre. Ce n'est pas une invitation au relativisme moral, mais à une compréhension plus profonde des fondations de notre moralité collective. Les valeurs que nous chérissons tant, comme la justice, l'équité, le respect des droits, ne sont pas des données brutes de notre existence, mais des conquêtes fragiles, constamment menacées par nos pulsions égoïstes et l'anarchie potentielle de nos jugements. Elles exigent une vigilance constante et le maintien d'une autorité forte pour les préserver. Comprendre Hobbes, c'est réaliser que notre indignation face à l'injustice est en réalité l'expression de notre attachement profond à l'ordre, à la sécurité et à la prévisibilité que l'État nous apporte. C'est une méditation sur le lien indissociable entre la force, la loi et la moralité. Sans la première, les deux autres ne seraient que des vœux pieux, incapables de nous arracher à la peur fondamentale que nous avons les uns des autres. Nous avons parcouru un chemin exigeant, une plongée dans les recoins les plus dérangeants de la nature humaine, tel que Thomas Hobbes l'a scruté. La tension que nous ressentons face à l'inconnu, cette prudence latente envers les intentions d'autrui, n'est pas une anomalie passagère, mais l'écho d'une vérité fondamentale sur notre condition. Nous avons compris que cette peur n'est pas le signe d'une faiblesse, mais d'une profonde lucidité quant à la fragilité de notre coexistence, une reconnaissance de l'interdépendance de nos sécurités et de la permanence des désirs qui nous animent. La compétition pour les ressources, la défiance inévitable face à l'incertitude des intentions et la quête de reconnaissance qui peut devenir une soif de gloire démesurée sont des forces intérieures qui, sans cadre, sans règles, sans arbitre, nous précipiteraient vers un chaos inimaginable. Chaque institution, chaque loi, chaque convention sociale que nous tenons pour acquise révèle son importance vitale sous cette lumière. Elles ne sont pas de simples ornements de la civilisation, mais des remparts érigés collectivement, des compromis douloureux mais nécessaires, pour nous protéger de nous-mêmes. La figure du Léviathan n'est plus seulement une abstraction théorique, mais la reconnaissance palpable que la paix n'est pas un don, mais une conquête constante, le fruit d'un pacte tacite où chacun renonce à une liberté absolue et dangereuse pour une sécurité relative, mais vivable. La justice elle-même, la propriété, la moralité, tout ce qui donne sang à notre vivre ensemble, n'existe que par la force de la loi et la puissance qui la maintient. Nous réalisons à quel point notre vie quotidienne, avec ses routines, ses échanges, ses projets d'avenir, repose sur ce socle invisible de l'ordre. Chaque pas que nous faisons dans le monde civilisé est une preuve que la peur originelle a été contenue, canalisée, transformée en une force constructive. Cette lucidité n'est pas un appel au cynisme, mais à une conscience accrue de la valeur inestimable de la paix, de la vigilance requise pour la préserver, et de la nécessité de comprendre les mécanismes profonds qui la sous-tendent.
Il nous apparaît désormais évident que sans un pouvoir commun pour tenir tous les hommes en respect, la vie retournerait à cette condition où les conventions sans le glaive ne sont que des mots, et n'ont aucune force pour mettre qui que ce soit en sécurité, comme l'observait Thomas Hobbes. Cette compréhension renouvelée de notre besoin d'ordre, de la raison pour laquelle nous acceptons les contraintes et les règles, est essentielle. Elle nous pousse à interroger notre rôle dans le maintien de cet équilibre fragile. Si cette exploration a résonné en vous, si elle a allumé une nouvelle flamme de curiosité pour les forces qui façonnent notre monde et notre âme, alors sachez que ce cheminement n'est jamais solitaire. Devenir un explorateur des idées avec nous sur Vibinspi, c'est choisir d'élargir continuellement votre perspective. C'est s'engager dans une communauté de pensée. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions en commentaire, à montrer votre soutien en aimant cette vidéo, et à ne manquer aucune de nos prochaines explorations en vous abonnant. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.